Bonjour, je vais demander à Quentin, Manuel et Elodie de venir me rejoindre pour la table ronde sur Cinestat 50-50, la première boîte à outils qui a pour vocation d'analyser le niveau d'inclusion et d'égalité dans les films et qu'on est ravis de lancer enfin aujourd'hui. Comme ça, c'est très bien. Ben, merci à tous les trois d'avoir pris du temps dans vos agendas respectifs très chargés pour cette journée. Donc, cet outil Cinestat 50-50, il a été conçu et réalisé avec Data for Good et tout particulièrement sa chef de projet Sandrine Henry. Et avant de commencer la discussion, j'aimerais bien porter pour eux quelques mots sur leur association qui fait un travail essentiel, passionnant et plus que vertueux. Donc c'est une association qui œuvre maintenant depuis environ 10 ans pour mettre la technologie au service des biens communs, et qui se positionne à l'opposé en fait, des logiques dominantes du monde de la tech, qui sont globalement très homogénéisantes et très destructrices. Donc Data for Good, c'est vraiment l'idée que la tech, c'est pas la solution à tout, c'est avant tout un outil et qu'il s'agit d'utiliser à bon escient. Donc c'est une association qui se positionne comme une sorte de contre-pouvoir citoyen sur les questions de la tech, et qui est entièrement tournée vers la société civile, donc les ONG, les associations qui ont des projets pour faire avancer les choses dans le bon sens. Et pour Data for Good, c'est avant tout de la justice sociale et environnementale. Donc pour faire tout ça, il et elle fonctionnent avec une petite équipe de salariés et également environ 7000 bénévoles qui se mettent à disposition des projets. Et à ce jour, Data for Good en compte plus de 130. Donc c'est des professionnels de la tech qui sont de la data, du web design, et toutes ces personnes en fait fonctionnent en trois axes principaux, avec trois axes principaux. Le premier, c'est d'aider concrètement à la réalisation de projets, donc par exemple Cinestat 50-50, dans le cadre de ce qu'ils appellent des saisons, donc des temps très courts, de quelques mois, où ces bénévoles se mettent à disposition gracieusement de projets sélectionnés. L'autre axe important, c'est de dire ce qui ne va pas dans le monde. Donc, c'est-à-dire qu'avec toute leur expertise sur les sujets, ils luttent contre l'hégémonie de la tech, ses intérêts privés, etc. Donc c'est le côté un peu plaidoyer de l'association. Et puis il y a le troisième axe qui est tourné vers la communauté, vers leur communauté, avec un système de formation, d'entraide, etc. Donc en termes de projets, c'est des projets qui sont tournés soit vers les questions de climat et de biodiversité. Donc ça peut être par exemple le déploiement ou l'expansion des énergies fossiles. Donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler par exemple des carbon bombs, qui a été pas mal relayé par Le Monde et d'autres médias. Mais ça peut être aussi les thématiques de la démocratie et de la citoyenneté, ou encore de la justice sociale, donc en faveur des femmes, des réfugiés, de l'égalité en général. Donc avec la collaboration avec 50-50, ça a d'abord été, il y a quelques années, un projet autour du test de Bechdel et de son automatisation. Et puis, en début d'année 2025, il y a eu la sélection de Cinestat 50-50 dans leur saison. Et voilà, c'est important pour nous de commencer cette table ronde pour dire à quel point on était très fiers d'avoir été sélectionnés par Data for Good, et puis d'être associés à ces valeurs
du numérique émancipateur. Ça compte beaucoup pour nous. Donc un grand merci à tous les bénévoles qui travaillent avec nous, alors non pas sur 3 mois, mais qui ont travaillé avec nous sur Cinestat 50-50 sur quasiment 1 an maintenant. Merci à eux. Il y en a un qui est dans la salle, je crois. Enfin 2, effectivement. Sandrine, bien sûr. Et puis Julien Com. Donc merci, un grand merci à eux et à elle, sans lequel ce projet n'aurait pas vu le jour. Et puis, je tenais à remercier également Quentin de La Tournerie, qui est ancien administrateur du collectif 50-50, toujours très engagé au collectif et sans qui également cet outil n'aurait pas vu le jour. Voilà, donc maintenant que vous avez tous et toutes compris que nous ne sommes pas chez Zuckerberg, j'aimerais commencer à faire un premier tour de table sur là où on en est aujourd'hui des études, hein, c'est-à-dire comment on les a envisagées jusqu'à présent. Donc Élodie, on est particulièrement content de te voir parce que c'est toi qui réalises toutes les études pour le collectif 50-50 depuis ses débuts. Et même, on pourrait dire avant le collectif 50-50, puisque tu étais déjà présente aux côtés du Deuxième Regard, donc le Deuxième Regard qui était cette association sur laquelle s'est adossé 50-50 à sa création en 2018. Et donc, est-ce que tu peux revenir sur cette historique, ce bout de vie avec 50-50, et puis nous expliquer un peu comment les études se sont structurées progressivement ? Bonjour, désolée pour la voix, la data avant tout, mais je suis un peu malade. Donc, quand je suis remontée dans les archives pour faire un tour de piste de ce qu'on avait... sur les sujets sur lesquels on avait travaillé ensemble. Effectivement, ça a commencé en 2016 avec Deuxième Regard. On a commencé à réfléchir ensemble à comment on pouvait créer des outils web ou infographie pour suivre les femmes sélectionnées dans des festivals tout autour du monde et puis pour suivre aussi les sorties de films en France et de voir les genres des réalisateurs et réalisatrices. Et on a vraiment commencé à travailler sur des outils et sur des études à partir de 2018, donc avec le collectif 50-50, notamment sur 2 études qui sont 2 études phares du collectif, qui sont la parité derrière la caméra, donc qui mesure le genre des réalisateurs et réalisatrices sur du temps long, et puis les études sur le Festival de Cannes, donc le nombre de femmes au sein des effectifs de réalisateurs et réalisatrices. Et c'est une étude qui est devenue une étude comparative avec le Festival de Berlin, le Festival de Venise aujourd'hui. Donc ça fait 7-8 ans bientôt. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler sur un pool de data. On s'est dit que l'idée c'était de partir du fait qu'il y avait des ressentis d'inégalité. Et donc, comment on rendait factuels ces ressentis. C'était des ressentis individuels et comment en fait individuels mais finalement partagés collectivement, comment on les rend factuels pour ensuite pouvoir communiquer et partir sur une base de travail qui ne peut pas être remise en question parce qu'elle est basée sur des chiffres. Alors on peut parler de tous les biais des datas, mais en l'occurrence quand on partage, on essaie de partager des faits et qu'on se base sur des faits communs, on peut essayer de construire des choses. Donc c'est né comme ça, et aujourd'hui, en fait, on a un certain nombre d'études. Donc on a des études récurrentes au sein du collectif, mais c'est surtout, donc, outre le fait qu'on ait ces études récurrentes, on a aussi créé des données. Et ça, c'est tout le travail qu'on a fait ensemble au sein du collectif, c'est de dire, OK, on se base sur des études qui sont des études publiques ou des études de créateurs de données du secteur, donc audience, évidemment le CNC. On va utiliser ces données et on va les alimenter, c'est-à-dire qu'on va rajouter des indicateurs parce qu'on a besoin de suivre, donc par exemple le genre des réalisatrices, quand on récupère des données, on n'a pas cette information. Donc on va aller l'implémenter dans nos bases de données, ce qui nous permet d'avoir quasiment maintenant 10 ans de suivi de ces indicateurs. Donc ça, c'est des études, par exemple, qu'on va faire sur la parité, les Césars notamment. Et puis, on va créer de la donnée. Donc là, c'est-à-dire qu'on va utiliser différentes techniques
Donc ce soit par exemple Synégalité, là on est allé créer de la donnée, il y a une grille de visionnage d'une centaine de films, donc c'est les plus gros budgets de sortie de films en 2019. Des chercheurs ont créé une grille de visionnage qui nous a permis de récupérer, en visionnant les films, un certain nombre d'indicateurs sociodémographiques des personnages, donc qui peuplent le cinéma. Donc ça c'est des données qui n'existent pas et que donc, le collectif a créé. De la même façon, sur les critiques de films, on a des études comparées. C'était en 2019, là aussi, sur les critiques de films en Europe. Qui sont-ils? Comment jugent-ils les films? Et donc là aussi, c'est de la création de bases de données. Donc là, en l'occurrence, on avait scrappé un certain nombre de sites de critiques. On a aussi, par exemple, notre dernier chef-d'œuvre, Quentin, qui sont les chefs de poste. Donc là, en fait, on a créé toute une méthodologie pour récupérer la donnée. Et donc, en fait, c'est des études qui sont longitudinales, donc on les alimente tous les ans. Et donc, on a ces bases de données qu'on a créées et qui vont permettre d'alimenter les études du collectif et donc de s'appuyer sur des faits. Et je finis. Le deuxième travail du collectif, c'est aussi maintenant, une fois qu'on a créé ces bases-là, donc de la communiquer, évidemment. Et donc là aussi, il y a un travail d'innovation dans le type de communication qui va être mené, notamment au travers de l'usage de la data visualisation et comment on communique le mieux possible. Alors évidemment, c'est perfectible, mais comment on communique le mieux possible par rapport à ce qu'on crée. Donc là, vous avez notamment des types de représentations graphiques qui sont des échantillons d'études qu'on mène ensemble au collectif. Donc voilà pour cet état des lieux des études. Alors c'est vrai que cette slide est particulièrement dense. On s'est demandé si ça mettait vraiment à l'honneur l'exercice de la data visualisation comme exercice de vulgarisation, mais ça permet de montrer l'étendue de ce travail sur toutes ces années, et puis aussi toutes les solutions graphiques que tu as pu trouver, mais qui sont assez difficiles à faire finalement, parce qu'il faut gérer à la fois des tonnes de données, énormément de données, et en même temps gérer l'évolution d'indicateurs selon le sujet qu'on utilise, qu'on étudie, et puis la manière dont on le regarde. Oui, et là aussi c'est un travail collectif. C'est-à-dire que donc on a ce double travail de rigueur statistique, de créer de la data, etc., et puis de créativité dans la communication de ces données. Ça c'est mon métier, donc c'est aussi pour ça que j'aide le collectif dans ce sens-là, mais c'est un travail collectif. Donc avec Quentin, on avait beaucoup travaillé à modifier. Il m'avait pas lâché d'ailleurs, mais c'était fort agréable de travailler avec lui, de modifier les études pour qu'elles, en fait, qu'on tende vers une perfectibilité, ou en tout cas une communication qui soit plus proche des attentes, plus proche de l'intelligibilité de ce qu'on veut communiquer. Et donc en fait ces études, elles évoluent, elles ont beaucoup évolué depuis le début, même si dans la DA ça on reste identique, mais collectivement on essaie de les faire progresser tous les ans. Et puis on prend les retours. Donc si vous êtes utilisateur de ces études et que vous avez des retours à nous faire, n'hésitez pas. Voilà, c'est des choses qu'on va prendre en compte ensuite pour faire évoluer les créas. Oui, donc il y a un fort enjeu évidemment de sensibiliser, de toucher le plus grand nombre avec la data visualisation. Tu as cité donc deux études en particulier, donc effectivement l'étude sur les chefs de poste qui est encore récente dans l'histoire du collectif 50-50. Tu as cité aussi Synégalité, alors là qui est aussi particulière en termes de qualité de data, parce que c'est un travail qui a été fait avec des chercheurs, chercheuses. On pourrait aussi parler d'une étude autour du test de Bechdel, qui est plutôt aux origines, vers les débuts du collectif. À chaque fois, c'est des créations quand même ex nihilo, on pourrait dire, de ces études. Exactement. Ouais. Là, ça fait partie des études sur lesquelles on a créé de la donnée. Et donc il y a cet enjeu en fait de création qui est un enjeu extrêmement stratégique pour le collectif, en plus de l'enjeu de la communication, mais notamment pour le test de Bechdel, c'était hyper intéressant. Là, l'enjeu, en fait, la gestion de la data avait été faite, donc il me semble, avec Data for Good. Nous, on avait essayé de communiquer la manière la plus simple possible. Donc, qu'est-ce que le test de Bechdel, et est-ce que donc c'était les 49 films les plus financés en 2019, est-ce qu'ils passaient le test ou pas? Et puis en fait il y en avait très peu qui le passaient. Et puis aussi dans le cadre des projets
d'éducation film, enfin dispositif d'éducation, j'ai plus le nom, donc ce sont des films qui sont diffusés dans les collèges et les lycées. Et là, de savoir si ces films-là passaient eux aussi le test de Bechdel, c'était un peu mieux que les films les plus financés en 2009, mais c'était moins de 50%. Donc voilà, donc c'est différentes études où on utilise à la fois des bases publiques qu'on alimente et à la fois de la création pure de données et qui nous permet de créer les propres bases de données du collectif, nous permettent d'avoir ces études longitudinales qu'on peut relancer par ailleurs, parce que l'étude sur Bechdel, on pourrait la relancer là. Donc on a ce pool-là de data qui, pour moi, aujourd'hui, est vraiment un élément fondamental du rôle d'observatoire du collectif. Oui, et ce que je comprends aussi quand tu retraces voilà, toutes ces années de travail, c'est qu'en fait, il y avait cette idée de s'emparer de données publiques, voilà, de sources publiques, mais sur lesquelles il a fallu faire tout un travail manuel, en fait, aussi assez laborieux, pour rajouter, comme tu disais, des indicateurs sur le genre, palmarès, chef de poste, etc. Donc c'était assez lourd à faire, mais c'est ça qui a permis aussi progressivement de créer des bases de données, et qui aujourd'hui fait que le collectif, il y a une certaine autonomie en fait à laquelle on est arrivé aujourd'hui, quoi. Oui, alors justement la création de ces données, c'est vrai que on a récupéré des données du CNC qu'on récupère d'ailleurs tous les ans. Merci, parce que ça nous permet d'avoir vraiment une base de travail très intéressante. Il y a deux enjeux. Il y a effectivement l'alimentation. Donc l'alimentation, en fait, au départ, c'était vraiment à la main. Donc c'est des recherches on a un nom de réalisateur, réalisatrice, on va chercher par exemple des informations sur ses financements, son genre, etc. Donc là, ça va être à la main. Et donc c'est un travail quand même qui est laborieux, qui prend du temps, mais qui nous permet d'avoir des marges d'erreur qui sont extrêmement faibles. Et puis j'ai perdu ma deuxième idée. Qu'est-ce que je te disais? Je te parlais d'une autonomisation en fait progressive que ces bases en fait permettaient. Mais après un travail pendant des années, des années très pointilleux et très précis. Oui, ouais. Et en fait, voilà, c'est bon, je l'ai. Merci beaucoup. Donc au départ, évidemment, c'est un travail manuel, mais il y a une sorte de thésaurisation en fait du travail qui a été mené. Donc c'est des choses qu'on peut réutiliser, et ça a été d'ailleurs ces jeux de données là qui ont été créés. Et je laisserai Quentin rentrer dans le détail par la suite, mais ça a permis d'alimenter ce nouvel outil avec des jeux existants, et ensuite de faire travailler toute l'algorithmique ou l'IA, justement pour éviter d'avoir ce travail manuel et d'automatiser un certain nombre de tâches. Mais on est obligé de passer par là en fait dans la création d'un observatoire. Au début, quand on n'a pas peu ces jeux de données là, on est obligé d'avoir un travail un peu laborieux. L'autre chose aussi, c'était que on voulait, l'idée c'était qu'effectivement il existait des bases publiques, mais elle n'avait pas les informations dont on avait besoin pour suivre les évolutions. Et donc, on voulait aussi être plus flexible dans la manière de communiquer nos études sans attendre que les statistiques publiques sortent. Donc, avoir la main aussi sur, les angles sur lesquels on voulait travailler, notre temporalité de communication. Et donc, c'est ça aussi, tout ce travail-là sert à ça, à cette autonomie, et du coup aussi au fait de rendre le collectif un peu centre de ressources. Et je pense que ça, le retour à la société civile, c'est aussi un des angles qui va être développé. Mais voilà, de répondre à ce besoin-là, et puis d'offrir au plus grand nombre l'accès à ces données. Merci. Merci pour ce retour. Manuel, est-ce que tu peux, à ton tour, peut-être parler, alors évidemment dans un environnement très, très différent, mais du point de vue de France Télévisions, de revenir un peu sur la manière dont vous avez envisagé les études, et puis dans quelle finalité, puisque voilà, c'est encore une fois un autre environnement professionnel. Est-ce que tu peux revenir un peu là-dessus ? Tu veux dire comment l'observateur montre qu'on ne fait pas assez bien sur toute cette période pré-Cinestat 50-50, en fait, comment tu faisais jusqu'à aujourd'hui Non, en fait, la difficulté, donc à France Télévisions, on investit dans 60 à 70 films français par an sur scénario, donc sont nos coproductions. Et puis par ailleurs, on en achète donc, des films déjà faits, environ 400-450 par an. Donc ça, c'est à peu près la volumétrie.
Et depuis un peu plus de 10 ans, donc en fait, quand Delphine Ernotte est qu'ainsi devenue présidente de France Télé, elle avait sur différents genres de programmes demandé à ce qu'on rééquilibre, non pas pour se projeter dans un futur, mais juste pour au moins mettre à niveau les programmes de France Télévisions sur la société. Donc c'était par exemple avoir plus d'expertes sur les plateaux des magazines d'information et pas que des experts. Ça a été d'avoir des réalisatrices et d'aller vers la parité dans la fiction. Donc dans la fiction télé, ça s'est fait assez rapidement finalement. Et dans le cinéma, on a essayé aussi donc d'avoir des quotas pour pouvoir aller vers la parité. Le lien entre ces études qui sont essentielles et le travail que l'on fait quand on est du côté diffuseur, en fait, c'est de réussir à identifier les points de blocage. Parce que quand on voit le résultat, par exemple, les études sur les films sélectionnés en festival, ou le nombre de films produits qui sont réalisés par des femmes, ou dans quelle tranche de devis ces films se situent, etc. Après, nous, notre enjeu, c'est de comprendre pourquoi on a ce résultat. Or, il se passe beaucoup de temps entre le moment où on décide d'aller sur un film, ou le moment où on décide de prendre ce film plutôt que tel autre. On n'a pas la vision complète, et donc c'est pour l'instant on s'en approche, mais c'est de réussir à lier les deux, de lier les outils d'observation, je pointe vers l'écran là, pardon, enfin ce que vous voyez derrière, de lier ces outils avec notre pratique au quotidien. Par exemple, cette année, en 2020, je vais vous donner deux informations. En 2025, on aura sans doute coproduit environ 70 films français. Faut en profiter parce que l'année prochaine on aura moins de budget, et donc sur ces 70 films français, nous aurons normalement dans 40% d'entre eux une réalisatrice au moins. Donc déjà je compte pas exactement comme l'étude dont on va parler. L'étude dont on va parler, elle regarde les films qui sortent en salle, donc elle regarde le résultat. Les films qui sortent en salle, qui les a réalisés, quel est l'argent derrière, quels ont été les financiers. Donc déjà j'ai déjà moi un écart. Parce que moi, je regarde le nombre de films que j'ai faits et est-ce qu'on a réussi à avoir des réalisatrices dans plus de films d'une année sur l'autre. Le deuxième point, en disant 40%, c'était un objectif qu'on avait énoncé aux organisations de production, de producteurs, productrices, de scénaristes, etc. en début d'année. Toutes les organisations nous ont dit, là, votre taux, il commence à être un peu élevé. On n'est pas à la parité, hein. Il y a toujours 60% des autres films. Votre taux commence à être trop élevé. Est-ce qu'on ne pourrait pas regarder d'autres postes? Par exemple, producteur, productrice et scénariste. De jouer sur 3 paramètres. Donc en passant à ces 3 paramètres, là on arrivait à 80%. Donc, on était tranquille. Or en fait, c'est pas ça qu'on vise. Le cinéma français, il est structuré sur la logique du cinéma d'auteur, et je le mets volontairement au masculin, et tout est centré autour de la figure de celui qui tient les commandes, souvent de l'écriture et ensuite de la réalisation. Donc nous, on a pris le pari d'essayer de changer cet endroit-là, puisque derrière, ça infuse ailleurs dans d'autres postes. Mais on est encore, et donc c'est pour ça que je conclue sur votre outil Cinestat, on est encore confronté à des logiques d'habitude. La réalisatrice ou le réalisateur choisit des gens avec lesquels il a envie de bosser sur son film, donc les chefs de poste, etc., etc. Et c'est assez compliqué en fait de faire un mouvement qui nous mette juste à l'état de la société. Donc là, quand vous nous avez fait cette présentation de l'outil, on a tout de suite vu là où on n'était pas bon, là où on était bon. Il nous permet de nous comparer aux autres diffuseurs, de regarder ce que le marché fait. Et puis je répondrai à vos questions, quelles qu'elles soient après. Oui. Quentin, je ne sais pas si tu veux réagir à ce qui vient d'être dit ou. Sur cette question-là de recherche, donc c'est cette demande d'aller chercher plus loin que le poste de réalisatrice est venue d'organisations professionnelles ou vraiment, enfin en interne, j'ai pas bien compris. Et par extension, là on est strictement sur des questions de parité. Est-ce que aussi sur des questions d'inclusion, que ce soit devant la caméra ou autre, c'est des sujets qui peuvent, on va peut-être en parler aussi tout à l'heure, pardon, mais dans l'état de l'art actuel sur où est-ce que vous allez chercher, est-ce que vous arrivez à chercher, est-ce qu'il y a des choses que vous cherchez que vous ne trouvez pas aussi? Alors, la réalisation, c'est l'élément le plus simple en termes de mesure et d'action, parce que c'est quelque chose que l'on connaît dès la présentation du film. On sait dès le début, à minima, on sait quand même qui va réaliser. On ne sait pas forcément quels vont être les chefs de poste, mais en revanche, on connaît on ne sait pas si le film va avoir le bonus parité. Bon, il va disparaître, il va y avoir un malus, mais ça, par exemple, on ne le sait pas. Donc,
on reste, nous, sur ce critère-là de la réalisation. Sur l'inclusion au sens large, là, on rentre dans un champ de mine, parce que ce qui est bien avec les hommes et les femmes, c'est qu'on a le droit de les compter. En revanche, par exemple, sur les sujets de y a-t-il une inclusion au sens personnes racisées, personnes non racisées dans le film, devant ou derrière la caméra, aujourd'hui, dans l'état de la réglementation, on n'a pas le droit de se poser cette question-là. On peut se la poser, mais on n'a pas le droit d'y répondre. Voilà. On peut, je sais que vous avez, la table ronde juste avant était sur le handicap, non pas simplement les films qui traitent du handicap, mais les films qui accueillent des personnes en situation de handicap devant et derrière la caméra. Ça, on peut, mais il n'y a quasiment pas de données. Sur les projets qu'on reçoit, quels sont ceux qu'on a choisi de faire versus les autres. Enfin, vraiment, là, on est dans un no man's land. Et puis, il y a des questions de perception aussi. Il y a ce que vous recevez, c'est-à-dire un scénario écrit. Et puis après, il y a ce que vous allez voir en tant que spectatrice, spectateur plus tard. On peut en parler longtemps, mais... On va s'arrêter là, parce que tout le monde maintenant a envie d'avoir la démonstration peut-être de cet outil. Quentin, est-ce que tu veux prendre la parole et peut-être nous faire cette avec plaisir, démo, parce qu'on est content de vous présenter ça aujourd'hui, parce qu'on le lance aujourd'hui et que ça fait un petit bout de temps qu'on travaille dessus. Et effectivement, je rebondis aussi sur ce que tu disais, Elodie. On a travaillé sur des sujets particuliers en silo, de par la nature des données qu'on récupérait. Et on a aussi cette volonté de croiser de plus en plus, de créer de la donnée, comme tu dis, et de croiser ces informations, d'avoir les outils et les moyens qui nous permettent de croiser des infos. Je donne un exemple. Suivre la part de femmes réalisatrices de films français, c'est évidemment primordial, mais aussi affiner, par exemple, en suivant la part de femmes réalisatrices de films du milieu financés par telle ou telle chaîne, ou un autre sujet, de suivre la part de femmes d'IRPROD uniquement sur les premiers films, ça peut aussi être intéressant. Et donc c'était cette volonté, la base de ce projet, cette volonté de mutualiser plein d'infos dans une base de données qui soit commune, qui permet de croiser justement ces infos. Et aujourd'hui, grâce au travail des bénévoles de Data for Good, cette base de données, elle existe et elle se concrétise par cette boîte à outils que je vais vous présenter, qu'on a appelée Cinestat 50-50, et dont les principaux enseignements sont désormais accessibles en ligne. Et je vais vous faire la présentation debout, sinon je ne vais pas y arriver. Voilà. Donc, sur ce site Cinestat 50-50, on a, dans la version qu'on lance aujourd'hui, on va trouver deux grandes parties. Il va y avoir un tableau de bord statistique, dont je vous parlerai tout à l'heure, et des fiches films qu'on va aller chercher via un moteur de recherche qui est assez simple. Vous pouvez saisir le titre d'un film français qui a reçu l'agrément du CNC. Donc si on prend l'exemple du film de Payal Kapadia, All We Imagine as Light, on peut y voir en un coup d'œil en fait une fiche film, et donc on va voir la part de femmes au sein des chefs de poste et celle au sein du casting du film. Et ensuite on a d'autres onglets qui vont nous donner des informations de cadrage qui sont publiques, comme le budget, les différentes sociétés ayant financé le film, le détail des équipes, genré, dans la mesure du possible, si ça s'applique, et le détail ou encore le détail du cast. Autre exemple, avec, par exemple, si on prend l'anatomie d'une chute, ça, je vais chercher après, autre exemple de fiche film, avec les mêmes types de statistiques, même type d'onglets, et un onglet à la fin palmarès qui va nous donner, en fait, lister toutes les nominations et les prix reçus par le film. Vous me direz quelle utilité on peut retrouver, quel intérêt, alors que ces infos sont déjà largement dispo sur Internet. C'est pour pouvoir dresser les statistiques plus globales de parité au sein des sélections et des palmarès dans plusieurs dizaines de festivals dans le monde, en comparant tous les films sélectionnés, pas uniquement les films français. Et donc ça, dans Cinestat, ça sera résumé dans les fiches festivals, mais on est encore en train de travailler dessus, donc on vous garde ça au chaud pour 2026. Et toujours sur la fiche film, j'attire votre attention à gauche sur deux petits boutons, analyser la fiche et analyser la bande-annonce. C'était l'un des objectifs de départ pour le projet, pouvoir analyser les niveaux d'inclusion et de représentation dans les films, à l'écran, notamment à travers la part de personnages perçus comme femmes ou perçus comme non blancs, par exemple. C'est un travail qui est en cours, on va en reparler plus tard dans cette table ronde. Ça, c'est la partie fiche film. Maintenant, deuxième partie qui est assez structurante pour cet outil en ligne, c'est un tableau de bord statistique. À première vue, il va afficher 4 graphiques qui vont mettre en lumière des chiffres sur l'évolution de la part de femmes chefs de poste dans les films français depuis 20 ans. Alors, c'est trié par année de sortie en salle, hein, tu en parlais, Manuel, tout à l'heure. Il y a aussi un focus en particulier sur l'évolution de la part de réalisatrices depuis 20 ans.
un troisième sur l'évolution des films éligibles au bonus parité depuis sa création en 2019. Et puis un dernier qui va comparer les budgets moyens des premiers, deuxième et troisième films et plus, entre hommes réalisatrices, hommes réalisateurs, pardon, vous m'avez compris, réal, sur les 20 dernières années. Petit focus sur les chefs de poste. Le premier graphique sur lequel vous n'en voyez que 3, prod réal scénariste, mais à l'image de l'étude annuelle du collectif sur le sujet, on a consolidé des données globales sur 13 postes différents. Et pour tous les films français sortis en salle, donc ces 20 dernières années. Tout ça, c'est accessible via ce petit filtre au-dessus. Si je décide d'afficher les 13, ça donne quelque chose d'assez difficile à lire, donc on vous conseille plutôt de les choisir dans le menu déroulant, ce que j'ai fait dans ma démo avec, en ajoutant 4 postes. Et donc on se retrouve avec, par exemple, ce détail-là sur 7 postes sur les 13 analysés. Ces graphiques ils vont plutôt nous éclairer sur les tendances globales de l'industrie. Donc c'est intéressant, rien de révolutionnaire. Là où ça devient plus intéressant, c'est qu'on vous met à disposition plusieurs filtres pour affiner votre recherche. La possibilité, tout d'abord, de ne prendre en compte que les films d'initiative française. La possibilité de filtrer par genre cinématographique. La possibilité de filtrer parmi les différentes tranches de budget. Je fais un test avec les films à moins de 5 millions. La possibilité de faire une analyse en fonction des chaînes ayant financé ce film, selon les infos de l'agrément, ou encore de regarder quand on se concentre que sur les premiers deuxièmes films, ou à l'inverse, que sur les troisièmes films et plus. Et tout ça, ces petits filtres, ça va s'appliquer aux 4 graphiques qu'on vous propose dès le lancement. Donc vous avez une panoplie de filtres qui sont cumulables, avec lesquels vous pouvez jouer pour croiser ces données et mettre davantage en lumière l'évolution des inégalités sur des sujets spécifiques de notre secteur, parce qu'on le répète et on le pense très fort, on ne peut pas dénoncer ce qu'on ne peut pas mesurer. Donc voilà pour ce premier coup d'œil à ce nouvel outil Cinesat 50-50. Donc pour résumer, dès aujourd'hui, vous avez toutes et tous accès à, d'une part, près de 6000 fiches de films français avec des stats globales de parité devant et derrière la caméra. Et d'autre part, un tableau de bord statistique avec la possibilité de creuser et surtout de croiser des chiffres sur la parité avec les différents filtres que je viens de vous présenter. Ça, c'est ce qui est disponible aujourd'hui, mais c'est qu'un début. Comme évoqué en coulisses, on continue à faire tourner le laboratoire et tout ça est en mouvement. En attendant, je tiens à rappeler que rien de tout cela n'aurait pu arriver sans nos data geeks préférés, l'équipe de bénévoles de Data for Good. Je lui dirai ici présent, Sandrine, sa chef de projet, que j'aimerais toutes et tous remercier et applaudir chaleureusement pour ce... Bravo, bravo, bravo. Et donc l'outil est en ligne, ça marche sur ordinateur, tablette et mobile, et c'est sur cinestat5050.fr, mais n'y allez pas tout de suite parce qu'on a encore plein de belles choses à se raconter à cette table ronde. Merci Quentin pour la démo. Élodie, est-ce que tu peux peut-être commencer par... est-ce que tu peux nous donner ton ressenti? Moi, j'aimerais bien t'entendre aussi sur... par rapport au fait que tu travailles aussi dans d'autres milieux professionnels, et qu'est-ce que comment tu vois les choses par rapport aussi à ce que tu peux voir ailleurs, dans d'autres structures. Félicitations. Non, mais c'est hyper bien comme outil. J'ai pas participé, donc je peux le dire, c'est pas de la fausse modestie, mais vraiment bravo, c'est un très beau projet. Alors, il y a en fait un fait qui est quand même un fait essentiel, qui est la société civile s'empare d'un sujet, l'alimente, et puis le redonne à la société pour que dans son entièreté elle puisse s'en emparer. Donc félicitons le collectif pour ce travail, qui est quand même un travail de 8 ans désormais, et puis arriver à la création d'un outil comme ça, où on a des informations qui sont maintenant disponibles à tous et à toutes. Et ce que je voudrais souligner aussi, c'est que donc une partie de mon métier, c'est d'aider à la création d'observatoires, qui sont des observateurs sociodémos, généralement. Et là, il s'agit bien de la création d'un observatoire, mais de manière un petit peu particulière, on a des spécificités comme c'est une association, donc la société civile, qui s'empare d'un sujet. Et donc, il y a des écueils, il y a des difficultés, notamment les financements par rapport à un observatoire sociodémo où ce sont les entreprises qui financent l'observatoire. Là, les financements sont à aller chercher de manière publique et de mécénat. Donc c'est
moins confortable, disons, pour le maintien de tout ce travail qui est fait, notamment qui est en grande partie bénévole. Ensuite, on a toute la gouvernance. Là, on est sur une gouvernance horizontale, alors que dans d'autres observatoires, on est plutôt sur quelque chose de vertical. Donc, les décisions d'études, là aussi, sont collégiales. Donc, ça change fondamentalement la manière dont on construit un observatoire. On a la finalité, évidemment, qui est une finalité sociale, beaucoup plus vaste, en fait, qu'un secteur d'activité ou qu'une branche. Et puis, on a les indicateurs. Là, si on avait parlé tout à l'heure, c'est qu'on a dû créer les indicateurs, donc ça a pris du temps, et puis c'est un travail, comme j'ai dit, un peu laborieux, mais merci. Mais aujourd'hui, c'est ultra solide. En fait, il y a 8 ans de data qui ont été implémentés, qui ont été vérifiés avec des doubles vérifications. Enfin, c'est ultra solide et c'est quelque chose dont vous pouvez vous emparer, que vous pouvez. C'est assez excitant de se dire, tiens, à partir de ces données-là, vous êtes les propres créateurs de ce que vous allez faire de ces données-là. Donc, emparez-vous des données et créez des choses. Ça peut être vraiment un super élan en fait de développement et de s'emparer des problématiques auxquelles vous faites face dans vos métiers. Merci. Manuel, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu vois comme potentiel dans cet outil, peut-être aussi du point de vue d'une chaîne, en fait? Du point de vue d'une chaîne, en fait, il y a plusieurs niveaux. Le premier, le plus immédiat, grâce à la profondeur en fait, du catalogue sur lequel vous avez travaillé, c'est même de regarder comment on choisit les films que l'on rachète. Parce que nous, on est quand même d'abord un diffuseur, même si on est investi dans la production par le biais des financements que l'on fait dans le secteur. Notre premier métier, c'est de diffuser des films au public. Et donc, dans la question des représentations, il y a toutes sortes de travail de chercheuses et de chercheurs, etc. là-dessus, mais aussi de pouvoir sortir, par exemple, l'analyse avec les festivals. Quels sont les films de réalisatrices dans les festivals? Ce sont des axes d'éditorialisation, si pour le dire autrement, qui sont intéressants. Le deuxième, c'est de comprendre les verrous sur des sujets parallèles auxquels on ne pense pas forcément. Par exemple, on a été indirectement impacté par toute la succession de révélations de cas de VSS dans le cinéma. Et un des axes, je pense, pour qu'il y en ait moins, c'est que les plateaux soient davantage mixtes. Donc quand on peut mesurer le niveau de mixité des équipes de films à travers ce genre grâce à cet outil, ça c'est très précieux parce qu'on va aller plus vite, on va pouvoir s'en servir comme un baromètre supplémentaire. Et puis ensuite le dernier qui sera peut-être celui sur lequel on s'est jeté en premier quand vous nous avez présenté l'outil, en fait c'est de se comparer. Parce que les autres diffuseurs ne sont pas dans cette démarche. Pour des raisons qui leur incombent. Certains travaillent sur l'art, d'autres travaillent sur le commerce. Nous, on est un peu entre les deux, on est le service public. Et on a quand même besoin, quand on fait quelque chose, de savoir si on est très loin de ce qui se fait. C'est juste pour savoir déjà si on est en train de faire un effort ou en fait si on est en train de pédaler dans la semoule pour rien. Voilà. Donc cette comparaison en fait avec le reste du secteur, à la fois les autres diffuseurs, les devis de films, le marché en général, c'est-à-dire le nombre de films produits avec ou sans diffuseur, pour nous, c'est assez important. Voilà. Sur les aspects d'inclusion, vous allez en parler après. Donc, si on déborde un peu du sujet, je garde ma réponse, ma remarque pour après. Oui, donc en effet, c'est là où on voit que l'outil, il a un usage et des possibilités aussi pour les associations sœurs, parce que l'idée c'est aussi que ces données un peu dispersées, finalement elles sont maintenant regroupées et qu'on peut envisager aussi de travailler avec d'autres associations qui pourraient être aussi intéressées d'avoir des études sur, je sais pas moi, les femmes à la caméra, donc c'est aussi très rassembleur aussi dans le monde militant, professionnel et militant. Quentin, est-ce que tu veux, ou Elodie, est-ce que vous voulez réagir aussi ou développer un petit peu sur tous les possibles à venir avec tout ce que permet en fait cet outil? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à partir de cet outil qui fonctionne un peu en deux volets, c'est-à-dire une interface grand public et puis en même temps une grosse base de données qui est une sorte de cerveau ou de laboratoire qui s'ouvre maintenant un peu à tout le monde.
parce qu'après tu auras plus de choses à dire. Je vais faire juste la petite liste au Père Noël, parce qu'on a eu plein d'idées en commençant. Déjà, il y a la volonté d'enrichir cette base de données avec les données sur les festivals dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a aussi la volonté d'avoir plus d'infos sur de corréler potentiellement ces infos avec la programmation en salle. Les copies, etc., les réseaux qui diffusent ces films-là et lesquels. Et après, il y a, il y a aussi de manière plus expérimentale, on réfléchit à la notion d'outils d'analyse de scénario, d'analyse de critique de films, d'analyse des annonces de casting. Il y a beaucoup de projets. Et il y a un autre sujet qui est le sujet du machine learning, dont on va aussi parler à côté, mais je veux bien que tu nous dises, Élodie, le côté plus avec bosser avec des pros, le côté laboratoire sur lequel tu sauras mieux parler que moi. Non, mais là où moi je trouve que le projet il est hyper excitant, c'est justement qu'est-ce qu'on en fait après, quoi. Et là, en fait, on peut inviter des chercheurs à s'emparer d'une problématique, à utiliser les données et puis à aller creuser le sujet avec des méthodologies dont nous, on n'est pas dépositaires parce qu'on n'est pas des chercheurs. On peut effectivement croiser avec d'autres secteurs, notamment je crois que le secteur de la musique avait aussi essayé de créer comme ça un observatoire basé sur des données. On peut créer, comme c'est de l'open data, donc on peut croiser avec d'autres types de données si vous arrivez évidemment à les faire matcher. On peut créer des interfaces graphiques sur, je sais pas, une des problématiques. Et on se dit, bah, tiens, cette problématique-là, il faut qu'on la communique, il faut qu'on s'en empare. C'est assez simple de créer une surcouche graphique ou en front pour avoir un espèce de mini-site dédié aux data de cette problématique. Enfin, il y a plein de choses à faire, plein de choses à imaginer. Et évidemment, comme le disait Quentin, au départ, nous, notre travail, c'était en silo, c'est-à-dire la parité, les chefs de poste, les Césars, les festivals, etc. Et en fait, là, cet outil nous permet d'être complètement transversal et en fait d'aller faire des analyses qui dépassent le cadre de questionnement dans lequel nous on s'est positionné et donc d'être plus originaux et original dans les analyses qu'on va pouvoir faire, mais aussi avec les compétences liées à l'IA notamment, d'aller encore plus loin dans les systèmes de corrélation, de recherche, de champs d'interrogation, de champs même de réponse sur des problématiques qui sont plus transverses. Donc c'est à ce titre-là que moi je trouve qu'un tel objet est ultra intéressant. Et par ailleurs, prenez conscience que c'est aussi une expérience qui est peu développée. Enfin, il y a peu d'observatoires qui sont issus de financements comme ça, du mécénat, des dons, etc., qui proposent un tel outil. Donc là encore, bravo. Oui, juste, et pour rebondir, le site qui est mis en ligne, il faut assumer le fait de mettre des données à dispo du grand public. Donc ce que vous voyez sur le site sont des choses qu'on a checkées, double-checkées, basées sur des données fiables, etc. Derrière le labo sur lequel on travaille, c'est l'occasion de travailler de croiser de nouvelles infos, comme tu dis, et de travailler avec des nouveaux partenaires aussi. Enfin, ça serait quand on a commencé à parler avec l'équipe de France Télé, ils ont dit que le focus sur les premiers et deuxièmes films, il était majeur. Bah, on est allé chercher ça pour que ça puisse sortir. Donc, et c'est plutôt facile à catégoriser, mais par extension, il y a cette volonté de faire du labo. Et il y a beaucoup de partenaires à aller chercher en partant du besoin, pour trouver les indicateurs. On n'est pas là c'est pas le laboratoire du professeur fou on va croiser des choses et créer des liens entre des choses qui en fait n'ont pas de rapport. On veut partir d'un besoin, que ce soit d'une chaîne, d'une mission de service public, etc., pour travailler ensemble. Donc on espère vraiment ne plus bosser dans notre coin là-dessus et de faire ce côté laboratoire aussi. Je ne sais pas si ça t'inspire. J'ai un complément. Je pense qu'il y a cet outil, il pourrait être, les résultats de cet outil pourraient être présentés, si c'est pas déjà fait, aux organisations de production de films, parce qu'il y a une énigme en fait dans notre filière, c'est pourquoi les films, même les premiers ou les seconds réalisés par des réalisatrices, sont toujours dans les tranches inférieures des devis. Enfin, quel est le mécanisme qui fait qu'on peut avoir des premiers films réalisés par des hommes qui coûtent très cher ? Je vous le dis de façon un peu provocatrice, et donc ça c'est vraiment une discussion très, très honnête, hein, sans provocation ni polémique, à avoir avec des productrices et producteurs. En fait, c'est pourquoi vous arrivez à vous projeter dans un film à 7 ou 8 millions d'euros sans aucun problème, sauf si c'est une réalisatrice
ce n'est pas qu'une question de sujet des films, parce qu'il y a parfois il y a des sujets, les réalisatrices, quand on les a vues arriver plus nombreuses dans notre filière, à l'écriture et à la réalisation, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup plus de films qui, par nature, n'avaient pas besoin de très gros devis parce que c'était pas des films d'aventure, c'était pas des films avec beaucoup de cascades, etc. C'était dans un cinéma plus intimiste, comme les hommes depuis des années. C'était pas spécifique. Voilà. Mais ça c'était avant, ça c'était il y a 5 ans. Là aujourd'hui, en fait, il y a cette énigme. Et là, quand on joue avec l'outil, on le voit très très vite en fait. C'est pas juste une photographie à un instant T. Ça peut se faire n'importe quand, sur toutes sortes de croisements. Ah tiens, c'est à cause de tel type de financement, ou quelle structure. Peut-être les chefs de poste sont moins expérimentés, etc. En fait, là, il y a un truc à voir. Voilà. Merci. Et Quentin, j'aimerais aussi t'entendre aussi sur, ça a un petit peu émergé déjà dans les discussions là, sur le machine learning, parce que bon, on l'a dit, on s'inscrit dans la philosophie de Data for Good. L'idée, c'est d'économiser du temps, du temps pour récupérer les données, mais c'est pour le réinvestir dans l'analyse, dans la pensée. Donc, est-ce que tu peux un peu parler de ce que ça crée en fait comme discussion? On s'est confronté un petit peu à ça, et sur notamment les biais de l'IA. Plaisir. Oui, j'évoquais avec les 2 petits boutons tout à l'heure la volonté d'analyser les niveaux de représentation et d'inclusion dans le cinéma. C'était à l'image de ce qui avait été fait sur Ciné-Égalité par des vraies chercheuses et des vrais chercheurs. La méthodologie, elle était impressionnante, et ils analysaient les films français. Il y avait plein de critères, je les ai notés. Il y avait genre, âge, origine perçue, mais il y avait aussi handicap, imaginaire géographique, nudité à l'écran, connotation positive, négative, orientation sexuelle, CSP, infraction. Et en fait, l'étude, elle est sidérante, mais elle commence à dater. Et on aimerait pouvoir l'actualiser, l'élargir à un plus grand corpus de films, sauf que ça a un coût et que le collectif a besoin de fonds pour ça. En attendant, à travers ce laboratoire Cinestat, on fait recours à du machine learning, qui est une forme d'intelligence artificielle parmi d'autres, qui va aller analyser les visages, les personnages, image par image, et proposer une classification. Et donc analyser un film entier aujourd'hui, c'est hors de portée. Donc on a commencé, et c'était pas une mince affaire, par les affiches et les bandes annonces. Et après, analyser tous les critères qui sont traités dans Ciné-Égalité, c'est également encore trop ambitieux. Donc on s'est focalisé pour l'instant sur âge, genre et origine perçue. On a fait une question à part parce qu'on vous a montré 2 boutons, mais il y a un boulot tellement immense dessus qu'on a envie de vous en parler. Ce travail, il est en cours, mais il est complexe. On n'est pas encore satisfait des résultats. Donc c'est remis à plus tard, mais il y a la problématique que ça soulève, qui est celle des biais de l'IA. Et je lis un peu mon texte parce que des gens pourront peut-être mieux vous en parler ici présents. Les bénévoles qui travaillent sur ce sujet, ils n'ont pas inventé le modèle entier, ce modèle de machine learning. Il se base sur un modèle existant qui, lui, peut-être lui-même utilise des données biaisées. Donc c'est important, en fait, pour pouvoir développer ça et l'assumer, pour ça qu'on ne met pas en ligne pour l'instant, de comprendre l'étendue de ces biais pour les corriger et donc pour avoir des résultats qui font sens. Donc on va être transparent en plus par rapport à la philosophie de Data for Good, c'est primordial. Et donc on a un modèle qui est prometteur, mais qui aujourd'hui, je vous donne quelques exemples, ça surestime ou sous-estime quelques attributs. Par exemple, il détecte un peu moins souvent les personnages féminins. Il a tendance à trop rajeunir les personnages qui vont être catégorisés 20-30 ou 30-40, alors qu'en fait ils sont plus vieux. Et puis dès qu'il y a des visages qui sont un peu moins nets à l'écran, le modèle va les percevoir un peu plus comme blancs par défaut. Personnages encore perçus comme. Ou encore il a du mal avec la distinction entre certains personnages principaux, secondaires, et ça c'est lié aux produits filmiques. Donc d'une part, le modèle il analyse que les visages, ce qui est déjà important, mais pas le reste. Donc parfois il va avoir du mal à identifier le même personnage d'une scène à l'autre, et à l'inverse, de par les plans d'une bande-annonce qui est quand même par définition souvent assez cut, le modèle va un peu avoir du mal sur les champs contre champs à se dire qu'on est revenu sur le même personnage, ou à l'inverse, qu'on est passé à quelqu'un d'autre. Et un dernier point, c'est que on ne peut pas faire du machine learning si les données n'existent pas. Moins il y a de personnages perçus comme asiatiques dans les films français, moins le modèle va les identifier, et du coup, on va pâtir de ce manque de représentation pour mettre en lumière, justement, identifier et mettre en lumière certaines minorités à l'écran. Donc ce machine learning, c'est un travail qui est hyper minutieux, qui est toujours en cours, mais c'est primordial de garder en tête les biais potentiels pour mieux les combattre. J'espère avoir bien résumé votre travail merveilleux, chers amis. C'est intéressant parce qu'il y a des biais effectivement par rapport à notamment des minorités, mais c'est aussi qu'on parle de cinéma, et en fait il faut apprendre à la machine à comprendre ce que c'est qu'un plan, qu'une séquence, qu'un trailer. C'est ça aussi qu'il faut faire.
Elodie, tu... Non, je voulais dire que, évidemment, tout notre travail, il est perfectible. Et c'est normal, en fait, parce qu'on travaille sur un des indicateurs qu'on crée et qu'on essaie de créer pour être au plus proche possible des besoins de factualisation, de situation, d'inégalité, etc. Donc, oui, c'est perfectible. Comme on l'a dit tout à l'heure, on est aussi limité par ce qui existe, ce qu'on a le droit de faire au départ et ce qui existe publiquement. Mais c'est aussi assumé, dans le sens où, comme l'a expliqué Quentin avec les biais, on sait ce qu'il faut faire et là où on doit aller. Et c'est aussi tout l'intérêt et l'enjeu du chemin, quoi. Pour le coup, c'est assez stimulant de se dire, ben, là on est au début, et voilà, allons-y ensemble. Essayons d'être le plus représentatif possible et le plus comment dire, être vrai dans ce qu'on voit et dans ce qu'on analyse. Puis une dimension aussi écologique. Enfin, le but n'est pas de faire tourner des modèles sur des milliers de films pour s'amuser, quoi. Donc on veut vraiment faire ça bien. Et à l'image de ce que tu disais au début et de ce que porte Data for Good, le principe est d'utiliser la tech pour, en l'occurrence pour ce projet-là, mieux révéler des inégalités. Donc faut bien penser ces choses-là. Merci. Alors peut-être on peut ouvrir aussi aux questions pour le public, mais j'en avais une petite dernière peut-être pour toi, Quentin, puisque tout ça c'est super, mais est-ce que c'est pas un peu binaire? C'est assez binaire. C'est la manière dont cette base est constituée. Aujourd'hui, un homme trans qui va travailler sur un film va être catégorisé dans la base comme homme avec les hommes cis. Donc ça va moins visibiliser des minorités de genre. C'est le cas aujourd'hui, on va travailler dessus. En même temps, toutes les données qu'on trouve sur Internet en open data sont très, très binaires. Donc on se base sur les données qu'on a, mais c'est un sujet récurrent au sein du collectif 50-50. Donc on va travailler sur ce sujet, mais ce qu'on sort aujourd'hui est un début. Merci beaucoup. Alors voilà, il y a une question déjà dans le public. Merci. Bonjour. Allô? Oui, bonjour à tout le monde. Mon nom est Nelly Zarfi. Je suis actrice, scénariste et réal. Et je suis basée à Montréal. Et en fait, en écoutant ce que vous dites, nous, à Montréal, comment on conçoit les choses, c'est que quand on parle d'inclusion, la dimension juste genrée, c'est la première couche, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir, la race n'est pas séparée, la sexualité non plus. Donc, j'essayais de comprendre comment moi, je pourrais utiliser ça d'une manière, cette base de données pour une coproduction ou quoi. Pour moi, c'est extraordinaire que j'ai testé tout à l'heure pendant que vous parliez, mais il est complètement, pour moi, il serait caduque dans un contexte nord-américain où ça ne se conçoit absolument pas du tout. C'est vraiment pour nous, c'est vraiment la base, parce qu'on est rendu au niveau du LGBTQIA+, et des BIPOC, donc tout ce qui est, c'est extrêmement important, l'identité raciale et l'identité sexuelle. Donc quand on fait de l'advocacy auprès des pouvoirs publics en termes de financement, on a besoin de toutes ces couches-là. Donc je me dis, moi, quand je vois ça, je suis super excitée par cet instrument-là. Vous parliez de l'améliorer ou de le faire grandir, mais pour moi, de la manière dont je l'écoute et je le comprends, il serait caduque à ce niveau-là. Ce serait comme si c'était un niveau 1 par rapport à un niveau beaucoup plus ramifié, en fait. Donc je me demande, parce que je parle de Montréal ou on va dire du Canada, on ne pense plus en termes de genre homme-femme. On est rendu à, on va avoir des fonds qui vont être spécifiques pour les personnes non binaires, on va avoir des fonds qui vont être spécifiques pour les personnes racisées. C'est même demandé dans, par exemple, les demandes de subventions. Donc, moi, ma question, je suis française, je suis née ici, mais je n'ai pas fait mon parcours universitaire ici. Et la question aussi que je me pose, c'est sous-jacente, c'est quand on veut faire des solutions d'inclusion, pourquoi des secteurs ou des phases identitaires comme les situations de handicap, la race, la sexualité font partie de l'identité. On ne peut pas concevoir juste en termes de genre. Donc j'ai du mal à concevoir quand on est dans ce terme décisionnel, pourquoi on ne le fait pas. Alors oui, le contexte nord-américain permet d'analyser
plein de choses, et merci beaucoup. Alors, j'ai envie de répondre, c'est la loi, mais en fait, c'est pas que ça. C'est pas qu'on n'a pas le droit, c'est que là, on n'a pas le droit. Si on sortait des stats sur les personnes derrière la caméra, le secteur professionnel, des gens qui travaillent sur ces films, si on faisait des statistiques dessus, en disant il y a tant de personnes noires, ça serait complètement illégal en France. Donc là, on est à la traîne sur ces sujets-là par rapport aux avancées nord-américaines. Donc en attendant, on se contente de pouvoir analyser ce qui se passe devant la caméra, et les institutions laissent des associations comme le collectif 50-50 s'emparer de ce sujet-là, en tout cas au niveau des longs métrages en salle. Il y a les institutions qui le font au niveau de l'audiovisuel, mais c'est toujours au niveau de ce qui se passe à l'écran, au niveau de ce qui est perçu des personnages à l'écran. Aujourd'hui, la seule manière qu'on aurait, je vais essayer de faire un exemple, la seule manière qu'on aurait d'aller plus que le seul niveau du genre au niveau des personnes qui travaillent sur les films, serait de contacter ces personnes une par une et qu'elles nous confirment se considérer comme noirs, plein de niveaux. Après, et plus on pose, et à partir de là, on aurait le droit de le faire. On aurait le droit de le déclarer. Ça doit être déclaratif. Donc quand on dit les données ethno-raciales sont complètement interdites en France, c'est pas exactement ça. Simplement, on peut poser les questions. Le collectif a déjà fait des enquêtes sur le ressenti de la discrimination où les personnes pouvaient dire effectivement, moi je me considère comme blanc, cis, valide, hétéro, donc je n'ai pas trop, malheureusement, tous les privilèges, mais du coup, c'est déclaratif et on a le droit de le faire. À partir de là, on a le droit de faire des stats dessus. Généraliser des statistiques pour aller plus loin que la seule donnée genrée est aujourd'hui impossible en France sans accord de ces personnes-là. Et si on dépasse en plus, si on va sur des sujets spécifiques comme que la CNIL considère comme des données sensibles, notamment l'orientation sexuelle, la religion, les opinions politiques, là, il faut absolument se baquer et c'est encore plus difficile. Il faut passer par des corporations. Donc, on a des limites, on essaie d'y aller. Aujourd'hui, le collectif ne peut le faire qu'à petite échelle, au niveau d'enquête auprès de personnes prêtes à y répondre. Mais c'est impossible quantitativement de faire ça pour l'instant sur ce qui se passe derrière la caméra. Et c'est bien dommage. Ça répond à la question un petit peu. J'aimerais utiliser ou dans le cas d'une, je sais pas, d'une coproduction canadienne et française, vous auriez des données, mais je me demande, elles seraient juste utilisables au niveau genre. Est-ce que vous dites, vous êtes dans le machine learning et j'imagine que vous regardez d'autres modèles qui sont faits ailleurs. Ben, c'est ça, c'est que ça limite. C'est magnifique cet outil, mais moi je reste sur ma faim parce que comme je dis, comme j'ai vécu au Canada, mon esprit n'est plus comme quand j'avais grandi ici. Pour moi, c'est que j'arrive pas à voir l'identité juste de manière genrée. Donc, chez nous, maintenant, c'est comme naturel. Tout le monde se déclare et c'est pas je me discrimine, c'est j'identifie qui je suis pour qu'il y ait des solutions qui puissent être apportées. Parce qu'il y a toute la question des autochtones. Donc, ça permet de vraiment créer des vraies politiques d'inclusion à l'écran. Donc, c'est ça que je me dis... c'est ça. Merci. À l'écran, ça se travaille et on a besoin de moyens pour avancer ça. Derrière la caméra, il y a des limites, mais pour recruter les personnes susceptibles d'être discriminées dans le processus de création, il y a un autre outil qui s'appelle la Bible 50-50, qui est un annuaire inclusif qui permet justement de trouver les bonnes personnes pour faire des copros avec des personnes susceptibles d'être discriminées. C'est un autre outil, mais plus axé sur le marché du travail. Côté statistique, on est malheureusement pour l'instant pieds et poings liés et c'est un début, mais on vise ça. Bonjour. Il y a une autre question. Oui. Bonjour, Patience Prézo. Je rebondis. Donc moi, j'aurais une question sur une étendue, une proposition. Est-ce qu'il y aura des études, parce que ce serait beaucoup moins de monde à évaluer, sur les organigrammes et sur les décideurs et les décideuses dans les chaînes? Parce que finalement, ce qui est Greenlight, les financiers, si on regarde l'organigramme, ça commence par là, et donc ça c'est une première suggestion. Est-ce qu'il y aura ce type de statistiques, sachant qu'aujourd'hui, on le sait, les plus grands groupes médias sont tenus par des milliardaires qui sont plutôt vers la droite, extrême droite. Alors comment vous voyez les choses? Je vous donne un exemple. Impact Film, qui est un investisseur sur les fonds, sur les films de la diversité, l'un des, on va dire, des fondateurs disait que dans sa levée de fonds, un investisseur lui a dit « Mais est-ce que c'est possible qu'il y ait moins de Noirs et d'Arabes à l'écran sur les films? Je veux bien investir. » Sachant que le concept, c'est qu'il y ait des Noirs et des Arabes à l'écran. Donc,
comment vous voyez les choses par rapport à ça? Parce que je pense que dans les outils de mesure, ça commence par la tête, les investissements, les investisseurs, les décideurs. Bon, j'ai de la chance, j'ai une présidente et les personnes dans l'équipe de France Télé qui s'occupent d'analyser les films, de les présenter ensuite en validation. Ce sont 2 directrices générales, on a 2 filiales cinéma en fait. Les organigrammes, il n'y a pas tant d'investis, je ne veux pas botter en touche sur France Télé, mais déjà, ce sont des statistiques qui sont sans doute plus accessibles à être compilées de façon manuelle parce qu'il n'y a pas tant de financeurs du cinéma que ça. Hein. Donc ça peut se faire, ça, presque entre nous chaque année. Je pense que les sociétés privées qui sont cotées en bourse ont des objectifs d'aller vers de la parité dans leurs organes dirigeants. Ça ne veut pas forcément dire sur les personnes qui s'occupent de trouver des films, de les financer, etc. Mais en France, on n'est pas un très gros pays. Vous avez 4 gros groupes audiovisuels historiques qui investissent dans le cinéma. Vous avez ensuite les bureaux parisiens des streamers. Et puis voilà, ça, vous avez fait le tour de tous les diffuseurs. Là. On est en train de parler de même pas une dizaine de sociétés. Ça serait quand même insuffisant, c'est là où je veux vous alerter. Et je rajoute juste cette phrase pour qu'on y pense. En fait, il y a un processus de sélection qui se fait avant, qui se fait au niveau du tissu productif. Vous avez autant de femmes que d'hommes, je reste sur l'aspect genré, parce qu'on peut le compter. Il y a autant de femmes que d'hommes qui réalisent des courts-métrages. Il y a autant de femmes que d'hommes qui sortent des écoles de cinéma. Et pourtant, à la fin, à l'arrivée, on a ces statistiques. C'est quand même donc passé une succession de filtres. Nous, on a des filtres pour analyser un film, par exemple. On ne regarde pas un film s'il n'a pas un distributeur en salle, s'il n'a pas un producteur, s'il n'y a pas un devis, s'il n'y a pas un casting. Ce sont des filtres très lourds. Sinon, on ne regarde même pas le projet. Donc, vous voyez, en fait, c'est le ruissellement par en bas qu'il faudrait analyser et pas simplement l'organigramme. C'est pas pour botter en touche ce que vous avez dit. Hein. C'est juste, voilà. Merci, excusez-moi. Donc ça, c'est des discussions qu'il y avait déjà il y a presque 7 ans. D'ailleurs, aux assises, quand ça s'est construit, 55 ans, je me rappelle, j'y étais. Ce que je trouve regrettable, c'est que ça se mord la queue, puisque les producteurs et les productrices, les réalisatrices, les chefs opératrices, toutes les techniciennes, on leur dit toujours, vous n'avez pas assez de track record. Moi, j'ai été réalisatrice et DOP. Et à chaque fois, dès qu'on veut faire des films d'action ou autre, on nous regarde comme si on était des ovnis. Donc, je suis passée côté production, c'était plus simple. Mais donc ça, c'est une réalité. Et pour revenir aux études, si on part de la tête, si les producteurs et les productrices sont en mesure, les équipes sont entre 50 et 150 sur un gros projet, ils peuvent faire cette première enquête et proposer de comment vous vous identifiez, comme vous le faites très bien pour la Bible 50-50, dans quel groupe, dans quelle catégorie, que ce soit ethnique, sociale, etc. Et on pourrait, sur chaque film, de manière volontariste et volontaire, avoir cette statistique de manière organique et commencer à l'implanter dès les productions. Et pour finir, parce que c'est celui qui paye qui donne aussi le goût qui donne des bonnes idées. Moi, je travaillais chez Netflix et pour être volontaire, souvent, c'est dans les contrats. J'étais dans le département Grow Creative. À partir du moment où on paye et les producteurs ont des obligations et les productrices, on voyait le changement. C'est des investissements, c'est du développement et le volontarisme, c'est du financement. Donc, les anglo-saxons, comment ils règlent ça? C'est par l'argent aussi. Shonda Rhimes, c'est dans les contrats. Toute leur production aujourd'hui en cinéma. Ava DuVernay, c'est des contrats qui est avec des investisseurs, des plateformes. Et tout le monde doit avoir une action volontariste. Donc, finalement, ça se fait, comme vous le dites, parmi les 137 producteurs et productrices qui, quand même, font tourner l'industrie. Ça ne fait pas beaucoup de monde. Si chacun y mettait vraiment du sien et posait ses questions, qui sont donc légales, de manière autant sur l'inclusion que sur la parité, je pense qu'on pourrait avoir des évolutions.
Mais franchement, ce débat, il est là depuis plus de 15 ans, j'ai l'impression. Je suis quand même assez... On est d'accord? On se connaît depuis très longtemps. Je suis assez déçue, moi, de voir... En fait, c'est le volontarisme, Mais ça peut se rajouter dans l'outil, hein, qui décide. En général, quand il y a des, par rapport au niveau du collectif, je parle sous ton contrôle, Florence, mais quand il y a des idées d'études aussi qui viennent, on vous incite forcément à venir à nos ateliers qui se passent. Là, il y a un côté un peu filtre où il y a des temps d'échange pour vraiment monter ces sujets-là, pour voir à quel point on s'en empare, parce que c'est une association, donc ces adhérentes et ces adhérents font remonter ces idées d'études. On s'entoure des bonnes personnes, on les fait, et on en fait des chantiers prioritaires. Donc venez vraiment dans les ateliers tout au long de l'année pour évoquer ces sujets-là aussi. Ah voilà, il y a une question là-haut. Merci. Bonsoir, bon après-midi. Je m'appelle Alan, je suis réalisateur de documentaires. Je suis aussi une personne transgenre et je voulais réagir par rapport à la binarité de genre. Et pour sortir de cette binarité, je voulais rappeler qu'il y a l'association Représente Trans qui existe, qui a fait un annuaire des personnes trans et non-binaires et qui est aussi en recherche parce qu'on est assez peu nombreux. Il y a entre 1 et 2% de personnes trans en France et dans le monde. Donc on a aussi besoin d'alliés pour porter ces sujets-là dans d'autres institutions et on est aussi disponible pour être consultant et aborder aussi cette question-là de comment on sort au niveau des statistiques d'une binarité de genre. Donc n'hésitez pas à nous solliciter pour ça et à consulter l'annuaire Représente Trans qui est en ligne. Merci beaucoup pour ce partage d'informations. Bonjour, moi je suis Mathieu Thiel et je fais un nouveau métier qui s'appelle coordinateur d'éco-production. En fait, je voulais vous parler de ce métier parce que c'est une note positive peut-être dans un moment de backlash et écologique et sociétal d'ailleurs. En mai dernier, le CNC a annoncé, on en a parlé d'ailleurs tout à l'heure, j'ai entendu parler de ça, de ce qui s'appelle le bonus RSE+, qui est donc une aide automatique si on respecte 26 items, parmi lesquels l'inclusion, la parité et la qualité de vie au travail. Je tiens à préciser que si on ne remplit pas les 26 items, même un seul est éliminatoire et auquel cas on n'a pas les 28 000 € d'aide automatique. Et du coup, moi je me retrouve dans une position où justement je peux les faire les statistiques et je dois les faire les statistiques puisqu'ils veulent emporter ce bonus. Et je dis ça parce qu'il y a des côtés très border. Par exemple, je n'ai pas le droit de demander qui est en situation de handicap parce que c'est soumis au secret médical. Mais j'ai le droit de favoriser l'emploi d'une personne en situation de handicap puisque ça fait partie des critères. Donc je tenais à le dire qu'aujourd'hui, il y a un poste qui est en train de se créer et qui doit être, je pense, très collaboratif dans la manière justement d'être inclusif parce que c'est très compliqué, en tout cas selon moi, de mettre en place des postes de noirs ou d'arabes de service. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est un peu ça dont il est question aussi. Et demain, il y a les assises de l'éco-production qui vont parler de tous les backlash, mais de ce truc positif en même temps. Et voilà, je voulais vous dire qu'il y a des choses qui se créent, qu'il va falloir qu'on crée des ponts, qu'il va falloir qu'on s'organise. Et je pense que les producteurs et les productrices ont défailli. Et cette année d'échec est peut-être la quintessence des défaillances de production. Je dis de production, mais c'est toute une organicité bien plus complexe. Pardonnez-moi, j'ai rien contre les producteurs, mais en tout cas, sachez qu'il y a quelque chose qui se prépare, que ça doit se préparer. On parlait d'alliés, vous parliez d'alliés tout à l'heure, et justement, je pense qu'on fait partie de ces métiers alliés, parce que c'est le fond même de notre métier. Et c'est une note très positive où je pense qu'on pourra vous donner des chiffres a priori au moins l'année prochaine. Voilà. Merci. Une réaction ou non? Merci pour l'information. Une autre question là-haut? Oui. Bonjour, je m'appelle Mila, je travaille interdisciplinaire, je suis chorégraphe et réalisatrice. Oui, j'ai un peu une question qui est peut-être liée à pas mal des choses qui ont été déjà dites. La langue française, c'est pas ma première langue, je vais essayer de le faire le mieux quand même. Donc, moi, je pense un peu à cette question de est-ce qu'on ne peut pas changer, est-ce qu'on ne peut pas mesurer. Et je pense que aussi ce que les gens dans le public ont déjà dit a un peu montré que peut-être ça ne suffit pas de s'y arrêter. Et je vois bien les problèmes au niveau de la loi et tout.
Mais après, je me demande si on ne peut pas quand même constater des problèmes et aussi des absences assez évidentes, structurelles. Et donc, ce que je me demande un peu, c'est comment est-ce que vous pensez à ne pas reproduire la manière de décider qui compte et qui peut être compté dans voilà, les instruments que vous avez présentés juste maintenant, pour donc ne pas arriver à des fausses conclusions à ce qui concerne qui est exposé à des situations précaires et voilà, et qui, comme vous avez aussi évoqué, se trouve un peu bloqué au niveau des processus créatifs, au niveau d'accès à des ressources. Donc voilà, je pense que c'est hyper important de mesurer, mais c'est aussi hyper important de voir comment ça peut créer des fausses réalités un peu. Donc comment sortir de ça dans votre travail? Ouais. Je vais avoir un début de réponse, mais pas total. Donc je pense pas que... en fait, peut-être qu'on dessine une réalité partielle parce qu'on n'est pas assez précis. Par exemple, nous, le genre, il est encore binaire dans ce qu'on propose parce qu'on n'a pas aujourd'hui les outils ou trouver la façon de compter de manière réelle. Donc c'est parcellaire. C'est des interrogations qui viennent souvent et c'est quelque chose sur lequel on essaie de travailler. Donc ce qu'on présente n'est pas faux, mais en revanche, oui, n'est pas complet. Donc c'est une partie la réalité, mais c'est pas en fait ce qui est présenté aujourd'hui s'appuie quand même sur ce qu'on officiellement on peut compter et officiellement ce qu'on peut présenter. Donc voilà, sur la fausseté là pour le coup, je suis pas totalement d'accord. Parcellaire, oui, faux, non. Et ensuite, c'est un travail collectif. C'est un travail collectif avec des associations pour essayer de, récupérer les datas, récupérer des idées, collaborer sur des idées, effectivement se dire à partir de, je sais pas, de la base adhérent, essayons de nous compter déjà, nous, entre nous, avec des nouveaux indicateurs, avec évidemment l'aval de tous, pour qu'on puisse communiquer sur ces informations. Mais c'est sur de la création de données qui doit dépasser un peu ce qu'on trouve aujourd'hui dans les statistiques publiques. Le champ est vaste et on a, je crois, besoin de tous pour avancer sur cette question. Et du coup, ce serait intéressant que collectivement aussi, on travaille en amont sur le programmation d'études pour voir ce sur quoi on peut avancer de manière rapide et aller plus loin pour répondre à vos besoins. On me dit de... Voilà, on s'arrête... Ah, il y avait peut-être... Non. Non. Ok. Pas de questions? Ah si. Je ne sais pas où on en est du temps, pardon. On n'a plus de temps. On n'a plus de temps, donc... On va en parler avec le CNC. En box-office, enfin, en entrée, ouais. En nombre d'entrées en salle, c'est faisable. En remontée de recettes par couloir, c'est plus compliqué. C'est un autre sujet. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes pour votre intérêt. Pardon. Pardon, une dernière prise de parole. Voilà, tu as le micro, Sandrine. Donc Sandrine Henry, donc chef de projet Data for Good. Oui, c'est bon, ça marche. Bonjour. Alors en fait, c'est vrai que pour l'outil, bon, j'ai pris toutes les notes, j'ai essayé de prendre toutes les informations pour avancer sur une meilleure qualification de la donnée. Mais en fait, les sources de données sont publiques. C'est-à-dire que c'est sur Allociné, c'est sur beaucoup le site qui s'appelle TMDB, et on est allé chercher les informations à ces endroits-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faudrait que ce soit mieux renseigné. Que les fiches cinéma soient mieux renseignées que
que vous réclamiez, que vous soyez crédité sur ces fiches. Et nous, on peut les récupérer et ensuite mieux nourrir aussi notre outil pour que les chiffres soient, on l'a entendu, pas faux, mais en tout cas qui représentent mieux la réalité. Et à partir de ça, voilà, c'était juste la seule chose que je voulais ajouter. C'est qu'en fait, c'est aussi un travail commun. Ah si, et l'autre information que je voulais donner, c'est qu'effectivement, vous pouvez aussi communiquer avec nous. C'est vrai qu'on était aussi en attente d'avoir des retours métiers pour nous dire en fait ce qui manque, etc. On réfléchit, j'ajoute à ta liste de Noël, qu'on voulait aussi avoir ce côté validation humaine. C'est très important aussi. On a tous ces aspects-là, en fait. On a conscience qu'on ne peut pas tout automatiser. Et en plus, ce n'est pas notre volonté. Ce n'est pas la volonté de Data for Good de tout automatiser. Donc, effectivement, c'est aussi un travail commun. Et Data for Good, en fait, on est une communauté. On a dit 7000, mais on passe à 8000. Et on a plein de personnes on est en attente aussi de vos retours pour pouvoir se nourrir. Parce qu'en fait, quand on travaille sur de la donnée, en fait, on travaille d'abord pour mettre des mots sur des chiffres, mais par rapport à des besoins qu'on nous communique. Donc voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup Sandrine pour ces informations essentielles. Merci à tous et toutes d'avoir participé à la table ronde et encore un énorme merci à tous les bénévoles de Data for Good d'avoir réalisé cet outil. On arrive au dernier moment de la journée avec la conclusion. Donc on va laisser la place pour quelques mots de fin pour terminer cette journée des assises du collectif 50-50.